Une serveuse fauchée a sauvé la vie d'un inconnu mourant pendant une violente tempête de neige. Mais lorsqu'elle a retiré sa chemise imprégnée de sang pour panser ses blessures, elle a découvert un tatouage qui lui a glacé le sang, car elle venait d'accueillir le parrain de la mafia, le plus dangereux d'Amérique dans son petit restaurant. Et le plus terrifiant n'était pas le pistolet que ces hommes pointaient sur sa tête. C'était la façon dont ses yeux gris acier la regardaient, comme s'il avait enfin trouvé quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Le vent hurlait comme un animal mourant, tandis que Grace Sullivan essuyait la dernière table du restaurant Rosie's. Ses mains étaient à vif et gercées par des années passées à frotter la vaisselle pour permettre à sa mère atteinte d'un cancer de vivre un jour de plus. Et maintenant, sa mère était morte, enterrée 3 heures plus tôt, et Grace était toujours là à travailler, car les créanciers se moquaient bien des funérailles. Le vieux restaurant tremblait et gémissait sous la pire tempête de décembre que le Montana ait jamais connue. Le genre de tempête qui transformait les autoroutes en cimetières et faisait disparaître les gens sans laisser de traces. À travers la vitre gelée, Grace ne voyait rien d'autre que la mort blanche tourbillonnant dans l'obscurité. Elle ne savait pas que dans exactement 7 minutes, un SUV noir allait foncer à travers la tempête et s'écraser sur le parking. Que 4 hommes couverts de sang et de trous de balles allaient trébucher à travers sa porte. Que celui qui avait les yeux les plus froids s'avérerait être le fantôme lui-même, l'homme dont le nom faisait même murmurer les autres barons du crime, et que la simple tasse de café qu'elle lui offrait par pure gentillesse humaine déclencherait une guerre, une vengeance et une histoire d'amour si tordue et si belle qu'elle serait racontée pendant des générations. Grace ne savait pas que la tempête allait changer sa vie, et vous ne savez pas à quel point cette histoire va vous hanter. Aimez, partagez et abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de ce qui va se passer. Et maintenant que la tempête commence, au moment même où Grace pose son chiffon sur le comptoir, des phares aveuglants transpercent le mur de neige blanche et un horrible fracas retentit depuis le parking, secouant tous les restaurants comme si un tremblement de terre venait de se produire. Grace courut à la fenêtre et vit un énorme SUV noir renversé sur le côté. Son avant avait percuté un lampadaire et une épaisse fumée s'élevait vers le ciel, se mêlant à la tempête de neige qui faisait rage à l'extérieur. Walter surgit de derrière la cuisine, le visage de cet homme de 74 ans crispé par l'inquiétude, et demanda ce qui se passait. Mais avant que Grace n'ait pu répondre, la porte du restaurant s'ouvrit brusquement et un homme de grande taille entra en titubant, suivi de 3 autres, tous couverts de neige blanche et de sang rouge. L'homme de tête avait les cheveux poivre et sel et des yeux perçants comme des lames de rasoir. Il balaya du regard le petit restaurant en un instant avant de se retourner pour aider un autre homme porté par les 2 autres. Grace comprit immédiatement que le plus gravement blessé était aussi le plus important, à en juger par la façon dont les autres le protégeaient comme s'il protégeait un roi. Le sang coulait sur le sol en bois usé du restaurant Rosie's, formant des traînées rouges terrifiantes sur les carreaux décolorés par le temps, et Grace resta figée lorsque l'homme blessé leva la tête, son regard couleur ardoise rencontrant le sien avec une intensité glaciale qu'elle n'avait jamais vue de sa vie. Fermez la porte. L'homme aux cheveux poivre et sel ordonna d'une voix rauque, et avant que Grace n'ait pu réagir, il sortit un élégant pistolet noir et le pointa directement sur sa tête, le métal froid brillant sous les lumières jaunes ternes du restaurant. Walter se plaça immédiatement devant Grace, la protégeant de son corps frêle de septuagénaire, la voix tremblante mais s'efforçant de rester calme, disant qu'il ne voulait pas d'ennui et lui demandant de baisser son arme. Mais Grace repoussa doucement Walter, s'avança et fixa directement le canon pointé sur elle sans ciller. D'une voix étrangement calme, elle dit que s'il voulait la tuer, ils n'avaient qu'à le faire, mais que s'ils ne bandaient pas immédiatement leur patron, il se viderait de son sang avant que la tempête ne se calme. La salle fut plongée dans un silence étouffant, seulement rompu par le vent hurlant à l'extérieur et la respiration laborieuse de l'homme blessé, Tony Marchetti. L'homme qui tenait le pistolet fronça les sourcils à la jeune femme devant lui, avec un mélange de choc et de suspicion. Car en 40 ans de vie et 20 ans dans le métier, il n'avait jamais vu personne fixer son arme sans crainte. « Range ton arme, Tony. » Une voix faible et rauque s'éleva de l'homme blessé, et tout le monde dans la pièce se tourna vers lui.
L'homme aux yeux gris luttait pour s'asseoir droit sur la chaise où ses hommes venaient de le placer, une main appuyant fortement sur la blessure à son côté qui continuait de saigner. Pourtant, son expression restait sombre et autoritaire, tandis qu'il fixait Grace, comme s'il essayait de la déchiffrer à chaque seconde qui passait. « Tu n'as pas peur ?» demanda-t-il d'une voix rauque de douleur, mais empreinte d'une autorité troublante. Grace répondit par un sourire fatigué, celui de quelqu'un qui a déjà tout perdu et n'a plus rien à perdre. Elle dit qu'elle avait enterré sa mère 3 heures plus tôt. Elle devait plus de 200 000 $ de frais d'hospitalisation, et la tempête pouvait la tuer à tout moment, alors pourquoi aurait-elle peur d'un pistolet? Les yeux orageux de l'homme s'écarquillèrent légèrement pendant un bref instant. Une émotion que même lui ne pouvait nommer traversa son regard glacial. Puis il fit signe à Tony de baisser son arme avant de dire à Grace que dans ce cas, il lui demandait de le sauver. Grace lui tourna le dos et se dirigea derrière le comptoir, sortant la trousse de premier secours qu'elle gardait toujours pour les urgences. Ses mains bougeaient rapidement et avec précision, comme si elle avait fait cela des milliards de fois. Et en vérité, c'était le cas, puisqu'elle avait passé 3 ans à s'occuper de sa mère atteinte d'un cancer. Walter se tenait derrière le comptoir, ses yeux vieillissants ne quittant pas les inconnus d'une seule seconde. Pourtant, il savait que sa fille adoptive faisait ce qu'il fallait, car c'était ainsi que Grace était, quelqu'un qui plaçait toujours la vie des autres avant sa propre sécurité. Grace s'agenouilla à côté de l'homme blessé. En le regardant de plus près, elle se rendit compte qu'il était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé, peut-être seulement 36 ou 37 ans, avec des traits anguleux qui semblaient avoir été sculptés dans la pierre et une beauté froide presque effrayante. « Je dois retirer votre chemise pour voir la blessure », dit Grace d'une voix calme et professionnelle. Et lorsqu'elle tendit la main vers sa chemise imprégnée de sang, Tony s'avança comme pour l'arrêter, mais l'homme blessé leva la main pour lui faire signe de se retirer. Grace souleva délicatement la chemise, dont chaque couche de tissu était collée à la peau par du sang séché, et fit tout son possible pour être aussi douce que possible afin de ne pas lui causer davantage de douleur. Pourtant, elle entendit encore un léger sifflement s'échapper entre les dents de l'homme. Puis elle le vit, juste au-dessus de la blessure sanglante sur son flanc. Un immense tatouage couvrant la moitié de son torse, représentant un fantôme se dissolvant dans l'obscurité, avec une inscription gothique en dessous, qu'elle mit quelques secondes à déchiffrer dans la faible lumière du restaurant. Le fantôme. Le cœur de Grace sembla s'arrêter de battre lorsqu'elle comprit ce qu'elle voyait. Car même dans ce coin reculé du Montana, les gens murmuraient ce nom avec crainte et révérence. Le fantôme. Le parrain de la mafia le plus notoire d'Amérique. L'homme que personne ne pouvait trahir et rester en vie. Celui que même les agences fédéraux n'osaient pas toucher. Grace leva la tête et croisa son regard gris qui la fixait droit dans les yeux. Un regard froid et inquisiteur, comme s'il attendait sa réaction, attendant qu'elle crie, attendant qu'elle s'enfuit, attendant que la peur éclate dans ses yeux, comme dans ceux de tous ceux qui avaient découvert qui il était. Mais Grace ne cria pas, ne s'enfuit pas, et aucune peur n'apparut dans ses yeux bruns épuisés. Au lieu de cela, elle poussa simplement un léger soupir et se retourna pour continuer à nettoyer la blessure, comme si elle venait de découvrir qu'il était un simple employé de bureau. « Vous savez qui je suis ?» demanda Ethan Cross. Et pour la première fois de la soirée, quelque chose qui ressemblait à de la curiosité se glissa dans sa voix froide. Grace ne leva pas les yeux, ses mains continuant à travailler habilement tandis qu'elle nettoyait la blessure et préparait les bandages, tout en répondant qu'elle savait et que cela ne changeait rien. Il saignait toujours et elle était toujours la seule personne présente qui pouvait le sauver. « Pourquoi ?» demanda à nouveau Ethan, d'une voix plus basse, comme si cette question avait plus d'importance que toutes celles qu'il avait posées dans sa vie. Pourquoi le sauverait-elle encore, sachant qui il était? Grace marqua une pause, puis regarda droit dans ses yeux gris glacés et dit d'une voix calme mais inébranlable qu'il y a 3 heures, elle se tenait seule à côté du cercueil de sa mère, sans personne pour lui présenter ses condoléances, sans personne qui se souciait d'elle, et elle avait pensé que le monde n'avait vraiment plus aucune humanité. Mais si elle le laissait mourir là ce soir simplement à cause de qui il était, alors elle ne serait pas différente des gens qui avaient abandonné sa mère. La pièce entière devint silencieuse. Même le vent qui hurlait dehors semblait s'être calmé à cet instant. Et Ethan Cross, le chef mafieux redouté dans tout le monde souterrain,
pour la première fois de sa vie, ne savait pas quoi dire à une fille agenouillée à côté de lui, les mains tachées de sang et les yeux remplis d'une tristesse qu'il ne pouvait atteindre. Après avoir fini de panser la blessure d'Ethan, Grace se leva et se dirigea vers la cuisine sans un mot, laissant l'homme le plus puissant du monde souterrain américain assis là, envahi par un sentiment indéfinissable, comme si quelqu'un venait de percer à jour toutes les couches d'armure qu'il avait construites au cours de ses 36 années d'existence. Dehors, la tempête redoublait de violence, le vent hurlant par vagues comme le grognement de loups affamés, la neige tombant si drue qu'on ne voyait plus rien à travers les fenêtres, sauf un mur blanc tourbillonnant. Walter alluma la radio et la voix du présentateur retentit avec urgence, annonçant que la tempête de neige était entrée dans sa phase la plus dangereuse, que toutes les routes étaient fermées et qu'il était conseillé aux habitants de ne quitter leur domicile sous aucun prétexte jusqu'à nouvel ordre. Tony et les deux autres hommes, Rico et Frankie, se rassemblèrent dans un coin du restaurant, toujours alertes et tendus, mais nettement moins hostiles. Après avoir vu la façon dont Grace s'était occupée de leur patron, Grace revint de la cuisine avec un plateau de tasses de café fumant et une assiette de sandwich à la charcuterie qu'elle avait préparée avec le peu qui restait dans le réfrigérateur. Elle posa le plateau sur le comptoir et dit que ce n'était pas un restaurant 5 étoiles, mais qu'au moins, c'était chaud et que cela les aiderait à passer la nuit. Tony observa Grace d'un regard las. Mais lorsque Ethan prit une tasse de café et but une gorgée sans hésiter, lui et les autres se mirent également à manger. Walter s'assit à côté de Grace derrière le comptoir, lui prit la main et lui dit doucement qu'elle était très courageuse, même s'il s'inquiétait pour elle. Grace se contenta de sourire et répondit qu'elle allait bien. Monsieur Walter, elle avait l'habitude d'affronter des choses effrayantes. Au fur et à mesure que la nuit avançait, l'horloge murale sonna minuit, marquant l'arrivée de la nuit. Walter s'était assoupi sur la chaise derrière le comptoir. Tony et ses hommes se relayaient pour se reposer, tandis que l'un d'entre eux restait toujours éveillé pour monter la garde, mais Grace ne pouvait pas dormir et s'assit seule près de la fenêtre, regardant la tempête blanche d'un œil vide. Elle entendit des pas légers derrière elle et, lorsqu'elle se retourna, elle vit Ethan debout, une main toujours pressée contre la blessure à son côté, mais il était debout et capable de marcher, signe que son endurance dépassait de loin celle d'un homme ordinaire. « Tu ne devrais pas bouger, dit Grace. La blessure pourrait se rouvrir. » Ethan ne répondit pas. Il s'assit simplement sur la chaise en face d'elle, ses yeux gris fixant la fenêtre pendant un moment, avant de revenir vers elle pour lui demander où elle avait appris à faire des bandages aussi bien. Grace resta silencieuse pendant un moment, avant de répondre qu'elle avait terminé sa 3e année de médecine avant de devoir abandonner ses études pour s'occuper de sa mère. Une lueur d'amertume passa dans ses yeux lorsqu'elle mentionna cela. Ethan ne dit rien. Il se contenta de la regarder avec une expression que Grace ne parvint pas à déchiffrer, puis lui demanda quel était son rêve, devenir médecin. Grace eut un petit rire sec et las et répondit que les rêves étaient un luxe réservé aux gens riches et qu'elle essayait simplement de survivre au jour le jour. Il resta silencieux pendant un long moment, puis posa soudain une question à laquelle Grace ne s'attendait pas. D'où venait la cicatrice sur son bras? Grace sursauta et leva instinctivement la main pour couvrir la longue cicatrice sur son bras gauche qu'elle essayait toujours de cacher sous des manches longues. Elle lui demanda sur la défensive pourquoi cela l'intéressait. Ethan croisa son regard et répondit que c'était parce qu'il reconnaissait cette cicatrice. Elle ne provenait pas d'un accident. C'était la cicatrice de quelqu'un qui avait été maltraité. Et il le savait parce que sa sœur portait aussi des cicatrices comme celle-ci. Grace eut l'impression qu'on lui avait donné un coup de poing en plein cœur. Elle détourna le visage et lutta pour contenir les souvenirs douloureux qui lui revenaient en mémoire, puis dit d'une voix étranglée que c'était du passé et qu'elle ne voulait pas en parler. Ethan ne la pressa pas. Il se contenta d'acquiescer légèrement et dit qu'il comprenait, puis se leva pour retourner à sa place. Mais avant de partir, il s'arrêta et dit que peu importe qui elle était ou quel était son passé, ce soir-là, elle lui avait sauvé la vie. Et c'était une dette qu'Ethan Cross n'oublierait jamais. Grace leva les yeux vers la silhouette de l'homme qui s'éloignait dans la lumière tamisée du restaurant. Et pour la première fois de la soirée, elle se demanda si derrière cette apparence froide et impitoyable se cachait une personne portant des cicatrices tout comme elle. Grace ne savait pas quand elle s'était endormie. Et lorsqu'elle ouvrit les yeux,
La pâle lumière dorée de l'aube filtrait à travers la fenêtre recouverte de givre, signalant que la terrible tempête de neige était enfin passée. Elle se redressa sur la chaise où elle s'était assoupie, le cou et le dos endoloris par sa position inconfortable. Et la première chose qu'elle vit fut Ethan, assis dans un coin de la pièce, les yeux gris grands ouverts et alertes, comme s'il était resté éveillé toute la nuit pour monter la garde. Dehors, le monde s'était transformé en un royaume blanc et gelé. La neige s'était accumulée sur plus d'1 mètre de profondeur. Les voitures le long de l'autoroute gisaient immobiles sous le manteau blanc, comme des tombes silencieuses, et le ciel était d'une clarté saisissante après la fureur de la nature. Walter était déjà debout depuis un certain temps et s'affairait à préparer du café dans la cuisine, dont l'arôme riche emplissait le petit restaurant et apportait une touche de chaleur contre le froid mordant d'un matin d'hiver dans le Montana. Tony parlait d'un ton tendu au téléphone, le signal semblant avoir été rétabli maintenant que la tempête était passée. Grace saisit des bribes de mots comme emplacement et 12 véhicules. Moins d'1 heure plus tard, alors que Grace se tenait derrière le comptoir, essuyant des tasses à café, elle entendit le rugissement des moteurs approchant au loin, le bruit devenant de plus en plus fort, comme le tonnerre roulant vers son petit restaurant. Elle courut à la fenêtre et se figea à la vue qui s'offrait à elle. 12 SUV noirs élégants roulaient dans le parking du restaurant Rosie's en formation parfaite comme une armée. Et de chaque véhicule descendirent 3 ou 4 hommes en costume noir, au visage froid et inexpressif. Walter se précipita aux côtés de Grace, bouche bée de stupéfaction en voyant plus de 40 hommes entourer leur petit restaurant. À ce moment-là, la petite ville commençait à s'agiter. Les habitants qui déblayaient la neige devant leur maison s'arrêtèrent et regardèrent le restaurant Rosie's avec étonnement et crainte, chuchotant entre eux pour savoir ce qui se passait, pourquoi tant de véhicules de luxe et d'étrangers étaient arrivés, et ce que la pauvre serveuse Grace Sullivan pouvait bien avoir à voir avec eux. Ethan se leva, sa blessure ayant été pansée par Grace tôt ce matin-là. Même si elle lui faisait encore mal, il pouvait marcher normalement. Lorsqu'il sortit, tous les hommes en noir s'inclinèrent à l'unisson, comme pour accueillir un roi revenant du combat. « Patron, nous sommes venus dès que nous avons reçu le message », dit un homme grand, avec une cicatrice sur la joue, en s'approchant d'Ethan avec un profond respect. « Les voitures sont prêtes et votre médecin personnel vous attend à New York. » Grace se tenait à l'intérieur du restaurant, observant la scène, sachant que l'homme qu'elle avait sauvé la nuit précédente n'était pas un criminel ordinaire. Il était un empire, une force au-delà de son imagination. Et maintenant, il était sur le point de partir. Retourner dans son monde, un monde où une pauvre serveuse comme elle n'aurait jamais sa place. Elle se retourna vers le comptoir, s'efforçant de paraître occupée à essuyer des objets pour cacher l'étrange émotion qui montait en elle. Une émotion qu'elle ne voulait pas admettre reconnaître. Grace essayait de se concentrer sur le nettoyage d'un comptoir qui était impeccable depuis longtemps lorsqu'elle entendit des pas familiers derrière elle. Et lorsqu'elle se retourna, Ethan se tenait juste devant elle, ses yeux gris fixés sur elle avec un regard qu'elle ne comprenait pas. « Je veux te payer pour tout ce que tu as fait hier soir », dit Ethan d'une voix basse et posée, en lui tendant une épaisse enveloppe qui, Grace le savait, contenait une somme d'argent qu'elle n'avait jamais vue de sa vie. Grace regarda l'enveloppe, puis Ethan, et secoua la tête en signe de refus sans hésiter une seconde, disant qu'elle n'avait pas besoin de son argent, que ce qu'elle avait fait la nuit précédente n'avait pas été fait pour être payé. Ethan fronça légèrement les sourcils, comme s'il n'avait pas l'habitude d'être refusé. Il dit qu'elle lui avait sauvé la vie, que ce n'était pas une mince affaire, et qu'il voulait la remercier comme il se doit. Mais Grace secoua à nouveau fermement la tête, repoussa l'enveloppe vers lui et répondit qu'elle lui avait donné refuge et pansé sa blessure, parce que c'était de la bonne chose à faire, pas parce qu'elle voulait de l'argent, et que s'il la payait, il transformerait sa gentillesse en transaction, et elle ne voulait pas cela. Tony se tenait derrière Ethan, visiblement impatient, regarda sa montre et dit calmement à son patron qu'il devait partir parce que le médecin attendait et que la blessure avait besoin d'un traitement professionnel. Mais Ethan leva la main pour le faire taire, les yeux rivés sur Grace. « Vous êtes vraiment la personne la plus étrange que j'ai jamais rencontrée, » dit Ethan, sa voix trahissant quelque chose que Grace ne pouvait nommer. Peut-être de la surprise, peut-être de la curiosité, ou peut-être les deux.
Grace haussa simplement les épaules et répondit qu'elle n'était qu'une serveuse ordinaire qui essayait de survivre au jour le jour. Il n'y avait rien d'étrange à cela. Ethan resta silencieux un instant, puis glissa l'enveloppe dans sa poche intérieure et sortit à la place une carte noire élégante, sans nom ni logo, sur laquelle était imprimé un numéro de téléphone à l'encre argentée scintillante. Il posa la carte sur le comptoir devant Grace et dit « Ce n'était pas de l'argent. » C'était une promesse, et si jamais elle avait besoin de quoi que ce soit, elle n'avait qu'à appeler ce numéro et il viendrait. Grace regarda la carte noire posée sur le comptoir. Elle voulait refuser, mais quelque chose dans les yeux d'Ethan l'empêcha de parler. Une sincérité rare transparaissait derrière l'apparence froide du célèbre chef mafieux. Elle ne dit rien, se contenta d'acquiescer d'un petit signe de tête, et Ethan interpréta cela comme un accord. Il se retourna et se dirigea vers la porte, mais avant de sortir, il s'arrêta et dit sans se retourner que Grace Sullivan, il se souviendrait de son nom. Puis il sortit dans la lumière du matin. La file de SUV noirs rugit à l'unisson et en moins de 5 minutes, ils disparurent du parking du restaurant Rosie's comme s'ils n'avaient jamais été là. Grace resta debout près de la fenêtre, regardant jusqu'à ce que le dernier véhicule disparaisse au détour du virage. Puis elle baissa les yeux vers la carte noire qu'elle tenait toujours dans sa main, ses doigts effleurant légèrement les chiffres argentés, se demandant si elle l'utiliserait un jour. Walter vint se placer à côté d'elle, posa une main sur son épaule et lui demanda si elle allait bien. Grace se contenta de sourire et répondit que oui. Elle glissa ensuite la carte dans sa poche et retourna travailler comme si la nuit précédente n'avait été qu'un étrange rêve, mais au fond d'elle-même, elle savait que quelque chose avait changé. Elle ne savait pas ce que c'était, mais elle le sentait, comme on sent une tempête arriver bien avant que les premiers nuages n'apparaissent dans le ciel. 2 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit fatidique de tempête de neige, et Grace Sullivan était toujours prisonnière de l'ombre de la mort de sa mère, sans aucun signe qu'elle allait s'en sortir. Chaque matin, elle se réveillait dans le silence glacial de son petit appartement, espérant que tout cela n'avait été qu'un cauchemar, mais elle voyait alors le lit d'hôpital vide où sa mère avait autrefois reposé, les flacons de médicaments toujours soigneusement alignés sur la table de chevet, sans personne pour en avoir besoin, et la réalité la frappait comme une gifle brutale. Grace avait organisé une petite cérémonie commémorative pour sa mère le dimanche précédent, 2 semaines après l'enterrement précipité juste avant la tempête. Mais seuls elle, Walter et 3 voisins âgés qui avaient connu sa mère lorsqu'elle était encore en bonne santé étaient présents. Les amis de la famille Sullivan, issus de leurs années de richesse, avaient disparu depuis longtemps. Depuis le jour où son père était tombé et où leur fortune s'était évaporée, se dissolvant comme la brume matinale, et aucun d'entre eux n'était revenu lorsqu'ils avaient appris le décès de sa mère. Grace se tenait devant le petit autel avec la photo de sa mère, les yeux secs après 2 semaines de larmes qui s'étaient épuisées, et elle se demandait pourquoi la vie avait été si impitoyable avec sa famille. Margaret Sullivan avait lutté contre le cancer pendant 3 longues années. 3 années au cours desquelles Grace avait abandonné ses études, renoncé à son rêve de devenir médecin et sacrifié sa jeunesse pour travailler jour et nuit afin de payer les factures d'hôpital et les médicaments. Et au final, sa mère était toujours partie, laissant Grace seule avec une dette écrasante et un cœur brisé. Après la cérémonie commémorative, Grace retourna immédiatement travailler au restaurant Rosie's, car elle ne pouvait pas se permettre de se reposer. Les factures médicales continuaient d'affluer dans sa boîte aux lettres, comme pour lui rappeler cruellement que la mort de sa mère ne signifiait pas que les dettes avaient disparu avec elle. Elle travaillait du matin au soir. Ses mains étaient rugueuses à force de frotter la vaisselle, jusqu'à se fissurer et saigner. Ses jambes étaient enflées à force de rester debout trop longtemps. Ses yeux étaient cernés par le manque de sommeil. Pourtant, elle n'osait pas s'arrêter, car s'arrêter signifiait faire face au vide qui envahissait son âme heure après heure. Walter observait sa fille adoptive avec inquiétude, sachant que Grace était en train de se détruire. Mais il ne savait pas comment l'aider. Il lui avait proposé de l'argent, mais Grace avait refusé. Elle savait que le restaurant Rosie's survivait à peine et que Walter lui-même n'avait pas beaucoup de ressources. Chaque soir après la fermeture, Grace s'asseyait seule dans son appartement sombre, laissant les lumières éteintes pour économiser l'électricité. Elle sortait la carte noire qu'Ethan avait laissée, ses doigts effleurant les chiffres argentés scintillants,
se demandant si elle devait appeler. Mais à chaque fois, elle rangeait la carte, car elle ne voulait pas dépendre d'un parrain de la mafia. Elle ne voulait pas avoir de dette envers un homme aussi dangereux. Et surtout, elle ne voulait pas admettre qu'elle était si faible qu'elle ne pouvait pas survivre seule. Mais le destin avait ses propres moyens de pousser les gens à bout. Et Grace ne savait pas que dans quelques jours, elle n'aurait d'autre choix que de prendre cette carte noire et de composer le numéro. Son corps s'amaigrissait de jour en jour. Les vêtements qui lui allaient déjà trop grands pendaient désormais sur son corps. Et Walter devait souvent la forcer à manger car elle oubliait les repas ou les sautait délibérément pour économiser de l'argent. Grace Sullivan, 27 ans, était en train de mourir lentement, non pas d'une maladie, mais d'épuisement physique et mental. Et elle ne savait pas que le fantôme de son passé était sur le point de revenir, prêt à l'entraîner encore plus profondément dans l'abîme. C'était un après-midi morne, 3 jours après le service commémoratif, et Grace était en train de débarrasser les tables après l'heure de pointe lorsque la porte du restaurant Rosie's s'ouvrit et qu'une silhouette familière entra, glaquant son sang. Brandon Hayes se tenait là, arborant le même sourire charmant et faux qui, 3 ans plus tôt, lui avait fait croire qu'il était le prince de ses rêves. Mais aujourd'hui, ce sourire ne lui donnait que la nausée. Il était vêtu d'un costume coûteux, ses cheveux étaient lissés en arrière et brillants, et il était flanqué de 2 hommes imposants couverts de tatouages, dont les yeux froids appartenaient à des personnes qui n'hésiteraient pas à tuer. « Bonjour, ma chérie, » dit Brandon d'une voix si douce qu'elle en était écœurante. « J'ai appris que ta mère venait de décéder. Je suis venu te présenter mes condoléances. » Grace serra le chiffon de nettoyage dans sa main jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, s'efforçant de réprimer le tremblement qui parcourait son corps, tandis qu'elle lui demandait froidement ce qu'il faisait là. Brandon s'approcha, ces 2 hommes bloquant l'entrée, et Walter sortit de la cuisine avec un air inquiet, mais fut arrêté par un signe de tête menaçant de l'un d'eux. « Je suis ici pour te rappeler la dette que ta famille a toujours, » dit Brandon, d'un ton toujours mielleux, mais avec un regard glacial. 200 000 $. Vous vous souvenez de l'argent que votre père a emprunté pour essayer de sauver l'entreprise après sa faillite? Grace eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac, car elle connaissait cette dette, la dette que son père avait contractée en désespoir de cause après avoir été piégé par Brandon et avoir tout perdu. Et maintenant, cette dette revenait la hanter comme une malédiction inéluctable. « Je n'ai pas cet argent, » dit Grace, la voix tremblante malgré ses efforts pour rester calme. « Tu sais que tu as déjà pris tout ce que ma famille possédait. » Grace était recroquevillée dans un coin de son appartement sombre, le dos appuyé contre le mur glacé, et les souvenirs qu'elle avait tenté d'enfouir pendant 3 ans commencèrent à remonter à la surface comme un torrent irrépressible. 3 ans plus tôt, Grace Sullivan était une personne complètement différente, la fille unique d'une riche famille Sullivan de Boston. Étudiante en 3e année de médecine, elle rêvait de devenir médecin et venait de se fiancer à Brandon Hayes, l'homme qu'elle croyait être le véritable amour de sa vie. Brandon était entré dans le monde de la famille Sullivan comme un sauveur, fils d'un partenaire commercial, instruit, beau et suffisamment charmant pour séduire n'importe qui, et les parents de Grace l'aimaient comme leur propre fils. Ils s'étaient fiancés après 1 an de relation. Grace pensait que sa vie était parfaite, une famille heureuse, une carrière prometteuse et un homme qu'elle aimait de tout son cœur. Mais tout cela n'était qu'une illusion savamment mise en scène, et Grace ne savait pas que Brandon Hayes n'était pas le prince charmant de ses rêves, mais un démon sous des traits humains. 2 mois seulement avant le mariage, tout s'est effondré comme un château de sable devant la marée lorsque le père de Grace a découvert que Brandon l'avait trompé pour lui faire signer des documents transférant toute la fortune de la famille. Des documents que Brandon avait présentés comme des contrats commerciaux courants, mais qui étaient en fait un piège tendu de longue date. Du jour au lendemain, la famille Sullivan avait tout perdu. L'entreprise avait été saisie, leur maison confisquée, leur compte bancaire gelé, et ils se retrouvaient sans rien d'autre que les vêtements qu'ils portaient. Grace se souvenait très bien de la nuit où elle avait confronté Brandon, se tenant devant l'homme qu'elle avait aimé et lui demandant pourquoi il avait fait cela à sa famille. Et Brandon, au lieu de montrer des remords ou de donner une explication, s'était contenté de rire froidement et de lui dire qu'elle était naïve, qu'elle croyait vraiment qu'il l'aimait, qu'elle n'était qu'une proie qui lui avait été assignée
et que la famille Sullivan n'était qu'une des nombreuses cibles que son patron voulait dévorer. Lorsque Grace l'avait giflé dans un moment de rage et de désespoir, Brandon avait réagi avec une violence qu'elle n'aurait jamais imaginée, la poussant au sol et saisissant un morceau de verre brisé provenant d'un vase fracassé pour lui infliger une longue coupure au bras. La cicatrice était encore visible aujourd'hui. Il lui avait dit que c'était un avertissement. Si elle osait raconter à quelqu'un ce qu'il avait fait, il ferait bien pire. Puis il s'est éloigné, laissant Grace saigner sur le sol, le cœur brisé en 1000 morceaux. Le père de Grace n'a pas supporté le choc. Il a été victime d'un accident vasculaire cérébral à l'hôpital alors qu'il demandait une aide médicale. Et il est décédé 2 jours plus tard sans avoir pu dire au revoir à sa femme et à sa fille. La mère de Grace s'est effondrée après la mort de son mari, développant d'étranges symptômes que les médecins ont plus tard diagnostiqués comme un cancer à un stade précoce. Grace a toujours pensé que la maladie était due à la douleur d'avoir perdu son mari et tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Grace a été contrainte de quitter l'école pour s'occuper de sa mère, et vendu le peu qui restait, et a déménagé dans le Montana, espérant que Brandon et ses complices ne la trouveraient jamais, espérant pouvoir repartir de zéro, les mains vides. Elle trouva du travail au restaurant Rosie's, et Walter, le gentil propriétaire âgé, l'embaucha sans trop lui poser de questions sur son passé, devenant pour elle un second père, tandis que le petit restaurant devint son seul refuge contre les tempêtes de la vie. 3 ans passèrent et Grace pensait être en sécurité. Elle pensait que Brandon et ceux qui le soutenaient l'avaient oublié, mais elle se trompait. Assise dans l'obscurité, la carte noire à la main, Grace regardait la longue cicatrice sur son bras, tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Non pas par peur, mais par rage et impuissance face à un destin cruel auquel elle ne savait pas comment échapper. 5 jours s'étaient écoulés depuis que Brandon était apparu avec sa menace, et Grace n'avait plus que 2 jours. 2 jours avant que l'homme qui avait détruit sa vie ne revienne pour exiger une réponse. Chaque nuit, elle sortait la carte noire et la fixait, ses doigts glissant sur les chiffres argentés scintillants, tandis que son esprit était déchiré entre la fierté et le désespoir. Une partie d'elle-même lui disait qu'elle ne pouvait pas se tourner vers un chef de la mafia, que cela reviendrait à passer d'un feu à un autre. Keaton Cross, aussi calme qu'il puisse paraître, restait un tueur de sang-froid, redouté dans tout le milieu. Mais une autre partie d'elle se souvenait de son regard lors de la nuit de tempête de neige, se souvenait de la façon dont il lui avait posé des questions sur la cicatrice sur son bras, avec la compréhension de quelqu'un qui avait connu une douleur similaire, se souvenait de ses paroles disant que sa sœur portait aussi des cicatrices comme celle-ci. Grace ne pouvait pas dormir. Elle resta éveillée toute la nuit, et lorsque l'aube se leva le vendredi matin, elle sut qu'elle n'avait plus le choix. Soit elle appelait Ethan, soit elle serait entraînée dans l'enfer que Brandon lui avait préparé. Elle prit son téléphone, les mains tremblantes, et il lui fallut 3 essais pour composer le numéro correctement. Et lorsque la sonnerie résonna dans son oreille, son cœur battit si fort qu'elle crut qu'il allait jaillir de sa poitrine. 1 sonnerie, 2 sonneries, 3 sonneries, puis une voix grave et froide répondit à l'autre bout du fil, faisant oublier à Grace comment respirer. « Qui est à l'appareil ?» demanda Ethan, bref et méfiant, comme s'il n'avait pas l'habitude que des inconnus appellent ce numéro. Grace dut déglutir 2 fois avant de pouvoir parler. Et lorsqu'elle dit qu'elle était Grace Sullivan, la serveuse du Rosie's Diner, la ligne resta silencieuse pendant si longtemps qu'elle crut que l'appel avait été coupé. Puis la voix d'Ethan revint avec quelque chose de différent qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. Il dit qu'il se souvenait d'elle et lui demanda ce qui n'allait pas. Grace prit une profonde inspiration. Elle avait répété ce qu'elle devait dire et savait qu'elle devait le faire rapidement avant de perdre son sang-froid. Elle lui dit donc qu'elle n'appelait pas pour lui demander de l'argent. Elle savait qu'il avait proposé son aide, mais elle ne voulait pas de son argent. Ce dont elle avait besoin, c'était d'aide pour trouver des preuves. « Des preuves de quoi ?» demanda Ethan, d'une voix toujours calme, mais Grace sentait qu'il était pleinement concentré sur la conversation. Grace lui raconta tout au sujet de Brandon Hayes, comment il avait escroqué sa famille et pris tout ce qu'elle possédait, comment il l'avait maltraité et lui avait laissé une cicatrice au bras, comment son père était mort et sa mère était malade, et comment il était revenu en la menaçant de la forcer à se prostituer pour payer une dette à un homme nommé Raymond Castellano. Lorsque Grace prononça le nom de Castellano,
Le silence à l'autre bout du fil devint inquiétant. Et quand Ethan reprit la parole, sa voix était si froide que Grace pouvait sentir la fureur bouillonner en dessous. « Où es-tu en ce moment? » demanda Ethan. Son ton n'était plus une question, mais presque un ordre. Grace répondit qu'elle était dans son appartement près du restaurant Rosie's. Ethan lui dit de rester là, de ne pas bouger. Il arrivait immédiatement. Avant que Grace n'ait pu lui demander comment il comptait venir, alors que les Montana étaient à des milliers de kilomètres de New York. La communication fut coupée, la laissant assise là, le téléphone à la main, le cœur battant à tout rompre, envahie par une émotion qu'elle n'osait nommer. 6 heures après cet appel, alors que Grace était assise, agitée, dans son petit appartement, se demandant si Ethan allait vraiment venir ou s'il s'agissait seulement de paroles en l'air, le rugissement des moteurs retentit derrière sa fenêtre. Lorsqu'elle regarda dehors, elle vit 3 SUV noirs élégants garés devant son immeuble délabré. Avant même que Grace ait pu comprendre ce qu'elle voyait, on frappa à la porte. Et lorsqu'elle l'ouvrit, Ethan Cross se tenait juste devant elle, toujours vêtu d'un costume noir aussi sombre que la nuit, les yeux cendrés, durs et inflexibles. Pourtant, il y avait quelque chose de différent dans son regard, une émotion que Grace ne pouvait déchiffrer. Il entra dans l'appartement sans attendre d'y être invité, ses yeux balayant l'espace exigu aux murs écaillés et aux meubles usés, et Grace ressentit une vague instinctive de gêne à l'idée de montrer où elle vivait à un homme manifestement habitué au luxe. Mais Ethan ne montra aucun signe de dédain ou de malaise. Il se tourna simplement vers elle et lui dit d'une voix basse et calme qu'elle devait tout lui raconter du début à la fin, sans rien omettre. Grace l'invita à s'asseoir sur le seul vieux canapé de la pièce et commença à parler de la riche famille Sullivan de Boston, de Brandon Hayes qui semblait être un rêve parfait, des fiançailles qui, selon elle, marquaient le début du bonheur, de la nuit où tout s'était effondré lorsqu'elle avait réalisé qu'elle avait été trompée, de la cicatrice sur son bras que Brandon lui avait laissée comme un cruel souvenir. Elle lui parla de la mort soudaine de son père, du cancer de sa mère et des 3 années qu'elle avait passées cachée dans le Montana, espérant trouver la paix, mais le passé était revenu la rattraper. Ethan resta silencieux pendant tout son récit, le visage impassible. Mais ses mains se crispèrent étant poings serrés sur ses genoux lorsque Grace arriva à la partie où Brandon la maltraitait et menaçait de la transformer en prostituée. Lorsque Grace eut terminé, elle leva les yeux vers Ethan et vit une lueur froide et terrifiante briller dans ses yeux gris. La rage pure de quelque chose de déchaîné qu'elle n'avait jamais vu chez personne auparavant. Raymond Castellano. Ethan prononça ce nom comme s'il lançait une malédiction. Puis il se leva et se dirigea vers la fenêtre, tournant le dos à Grace, et continua en disant que Castellano était son ennemi, le plus grand rival de l'Empire Cross depuis plus de 20 ans, et qu'il ne s'attendait pas à ce que le nom de Brandon Hayes qu'elle avait mentionné soit celui d'un des hommes les plus fidèles de Castellano. Grace eut l'impression de recevoir un coup de poing dans la poitrine lorsqu'elle comprit que la vérité était bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Elle n'était pas seulement la victime d'un escroc, elle avait été entraînée dans une guerre entre les 2 plus grands empires criminels d'Amérique. Ethan se retourna vers elle, le regard toujours froid, mais adouci par quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. Il lui expliqua qu'il comprenait désormais pourquoi Castellano avait envoyé des hommes à sa poursuite, non seulement à cause de la dette, mais aussi parce qu'il voulait l'utiliser pour faire pression sur lui après avoir appris qu'il s'était rendu dans son restaurant le soir de la tempête de neige. « Alors, tout ça à cause de vous ?» demanda Grace, la voix tremblante de colère et de peur. « Brandon est revenu à cause de vous, pas seulement à cause de la dette. » Ethan secoua la tête et répondit « Pas exactement. Castellano la surveillait certainement depuis longtemps à cause de la dette de sa famille. Mais son apparition dans son restaurant n'avait fait qu'intriguer davantage Castellano, car il pensait qu'elle comptait pour lui. « Alors, est-ce que je compte pour toi ?» demanda Grace avant de pouvoir se retenir. La question les laissa tous deux silencieux pendant un long moment. Ethan la regarda avec une expression qu'elle ne parvint pas à déchiffrer, puis lui dit qu'elle lui avait sauvé la vie. Et pour lui, c'était une dette qu'il ne pourrait jamais rembourser, alors il la protégerait de Castellano et de Brandon, quel qu'en soit le prix. Grace voulait lui dire qu'elle n'avait besoin de la protection de personne, qu'elle pouvait se débrouiller seule. Mais au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était pas vrai.
Elle était confrontée à une force bien trop grande pour qu'elle puisse y faire face seule. Et l'homme qui se tenait devant elle, qu'il soit un terrifiant chef mafieux ou non, était son seul espoir. Alors, qu'allez-vous faire? Demanda Grace. Et Ethan répondit d'une voix froide mais pleine de détermination. Tout d'abord, elle et monsieur. Walter devait partir immédiatement. Il les emmènerait à New York où ils seraient protégés pendant qu'il rassemblerait des preuves et s'occuperait de Brandon et Castellano une fois pour toutes. Le vol vers New York fut si rapide que Grace eut à peine le temps de se remettre de ses émotions. Quelques heures seulement après sa conversation avec Ethan, elle et Walter étaient assis dans un luxueux jet privé avec un intérieur en cuir et des stewards attentionnés, qui les traitaient comme des invités de marque plutôt que comme une pauvre serveuse et un propriétaire de restaurant vieillissant. Walter était assis à côté de Grace, toujours l'air hébété, lui tenant la main et lui murmurant s'ils étaient sûrs de faire le bon choix. Et Grace ne pouvait que lui serrer la main en guise de réponse, car elle-même ne connaissait pas la réponse. Lorsque l'avion atterrit dans un aéroport privé à la périphérie de New York, une file de SUV noirs les attendait déjà pour les conduire à ce qu'Ethan appelait sa maison. Et lorsque les imposantes portes en fer s'ouvrirent lentement, Grace ne put s'empêcher d'ouvrir la bouche devant le spectacle qui s'offrait à elle. La résidence d'Ethan Cross n'était pas une maison. C'était un château avec des flèches imposantes, de vastes jardins et une architecture grandiose d'antan que Grace n'avait vue que dans les films hollywoodiens sur l'élite. Ethan était arrivé plusieurs heures plus tôt pour tout préparer. Et lorsque Grace sortit de la voiture, elle le vit attendre sur les marches à côté d'une jeune femme qu'elle n'avait jamais rencontrée. La femme avait de longs cheveux noirs brillants et des yeux gris identiques à ceux d'Ethan. Mais alors que les yeux d'Ethan étaient froids et intimidants, les siens reflétaient une profonde tristesse et une fragilité qui donnait instinctivement envie à Grace de la prendre dans ses bras. « Voici Charlotte, ma sœur », présenta Ethan d'une voix plus douce que Grace ne lui avait jamais entendue. Charlotte sourit à Grace avec une expression douce avant de dire qu'elle avait beaucoup entendu parler d'elle par son frère et qu'elle était reconnaissante de rencontrer enfin la femme qui lui avait sauvé la vie. Grace et Walter furent conduits dans des chambres privées si luxueuses qu'ils eurent l'impression d'être entrés dans un autre monde. Après que Walter se fut reposé de la fatigue du long voyage, Charlotte invita Grace à se promener avec elle dans le jardin pour discuter. Les deux femmes marchèrent côte à côte en silence pendant un long moment. Puis Charlotte se mit à parler, lui racontant son enfance et celle d'Ethan dans cette même maison. Une enfance que Grace n'aurait jamais pu imaginer aussi douloureuse. « Notre père était un démon sous des traits humains », dit Charlotte d'une voix calme, comme si elle avait raconté cette histoire trop souvent lors de séances de thérapie. « Il a bâti cet empire, mais il a aussi détruit notre famille. Il a maltraité ma mère pendant des années et nous avons été contraintes d'assister à cela alors que nous étions bien trop jeunes pour comprendre ce qui se passait. » Grace sentit son cœur se serrer, tandis que Charlotte poursuivait, racontant qu'une nuit, alors qu'Ethan avait 15 ans et Charlotte 10, leur père avait battu leur mère à mort sous leurs yeux. Et lorsqu'il s'était retourné pour frapper Charlotte parce qu'elle pleurait trop fort, Ethan avait fait quelque chose qu'aucun adolescent de 15 ans n'aurait jamais dû faire. « Il a tué notre père pour me protéger », dit Charlotte, la voix brisée et les yeux remplis de larmes. « Il n'était qu'un enfant, mais il a dû porter le poids d'être un meurtrier sur ses épaules. Et à partir de cette nuit-là, il a complètement changé. Il a gelé son cœur et s'est juré de ne plus jamais laisser personne faire de mal aux personnes qui lui étaient chères. » Grace resta clouée sur place, les larmes coulant sur ses joues sans qu'elle s'en rende compte. Car maintenant, elle comprenait. Elle comprenait pourquoi les yeux d'Ethan étaient si froids. Pourquoi il avait bâti un empire criminel pour se protéger et protéger sa sœur. Pourquoi il avait immédiatement reconnu la cicatrice sur son bras la nuit de la tempête de neige. « Ce n'est pas un homme mauvais », dit Charlotte, comme si elle pouvait lire dans les pensées de Grace. « C'est juste un enfant blessé qui est devenu un homme qui ne sait pas aimer. Mais depuis qu'il t'a rencontré, j'ai vu quelque chose de différent en lui. Il parle de toi avec une lueur dans les yeux que je n'avais jamais vue auparavant. » Grace ne savait pas quoi dire. Elle ne pouvait que rester là à regarder Charlotte, se demandant comment elle était entrée sans le savoir dans la vie de cet homme et si elle aurait le courage de rester. Les premiers jours passés dans la propriété d'Ethan furent comme un rêve surréaliste pour Grace. Elle se réveillait chaque matin dans une chambre plus grande que tout son ancien appartement dans le Montana,
entourée de rideaux de velours rouge foncé et d'un lit king-size si moelleux qu'elle avait l'impression de s'enfoncer dans les nuages. Mais Grace n'était pas du genre à rester assise sans rien faire et à profiter du luxe. Au bout de 3 jours seulement, elle alla voir Charlotte et lui demanda si elle pouvait cuisiner pour la maisonnée au lieu de laisser le chef privé s'occuper de tout. Charlotte fut surprise mais accepta avec joie. Et cet après-midi-là, Grace prit possession de l'immense cuisine avec l'aide de Walter. Le vieil homme n'était pas encore habitué à cette nouvelle vie, mais il se sentait plus à l'aise lorsqu'il faisait quelque chose de familier aux côtés de sa fille adoptive. Le premier dîner que Grace prépara fut le ragoût de bœuf de sa mère. Un plat simple, empreint d'une affection discrète, qu'elle avait appris à cuisiner lorsqu'elle était enfant, et lorsque Charlotte y goûta, ses yeux s'illuminèrent et elle déclara que c'était le meilleur repas qu'elle avait mangé depuis des années. Ce qui surprit le plus Grace, c'est qu'Ethan se joignit également au dîner ce soir-là. Il était généralement absent à cause de son travail et rentrait souvent très tard à la maison. Mais ce soir-là, il s'assit en bout de table avec Charlotte, Walter et Grace, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Il ne parla pas beaucoup. Il mangea simplement en silence et regarda parfois Grace avec une expression qu'elle ne parvint pas à déchiffrer. Plus tard, Charlotte lui chuchota que c'était la première fois depuis des années que son frère s'asseyait pour dîner avec la famille. À partir de ce moment-là, le dîner devint un rituel tacite dans le domaine. Grace cuisinait. Charlotte aidait à mettre la table. Walter racontait des anecdotes amusantes sur le restaurant de Rosie et Ethan écoutait en silence, comme s'il essayait de réapprendre à vivre comme un homme normal. Grace remarqua qu'Ethan commençait à rentrer plus tôt à la maison. D'abord 1 heure plus tôt, puis 2, et parfois même avant qu'elle ne commence à cuisiner, juste pour s'asseoir dans la cuisine et la regarder travailler. Il ne parlait pas. Il s'asseyait simplement à l'angle de la table, une tasse de café à la main, les yeux rivés sur chacun de ses mouvements. Grace faisait semblant de ne pas remarquer, même si son cœur s'emballait chaque fois qu'elle sentait son regard sur son dos. Mais même si les journées étaient paisibles, les nuits restaient le pire ennemi de Grace, car dans l'obscurité, les cauchemars revenaient toujours. La 7e nuit dans la propriété, Grace se réveilla en sursaut, un cri coincé dans la gorge, le dos trempé de sueur et les mains tremblantes de manière incontrôlable. Elle avait rêvé de Brandon, debout au-dessus d'elle, un morceau de verre à la main et un sourire cruel aux lèvres, lui entaillant lentement la chair alors qu'elle ne pouvait ni bouger ni crier. Grace se recroquevilla dans un coin du lit, serrant un oreiller contre elle et essayant de calmer sa respiration chaotique, sans se rendre compte que son cri avait porté assez loin pour être entendu. La porte de sa chambre s'ouvrit brusquement et Ethan se précipita à l'intérieur comme une tornade, vêtu d'un t-shirt noir et d'un pantalon de pyjama, les cheveux en bataille comme s'il venait d'être tiré de son sommeil, mais le regard vif et inquiet, scrutant la pièce à la recherche d'un danger. Quand il vit Grace recroquevillée sur le lit, les yeux rougis et les joues encore mouillées de larmes, Ethan s'approcha lentement d'elle et, pour la première fois depuis leur rencontre, il s'assit à côté d'elle et posa une main sur son épaule avec une douceur inattendue. « Un cauchemar ?» demanda-t-il d'une voix basse et calme, et Grace ne put que hocher la tête, car sa gorge était encore serrée. Ethan ne lui demanda pas ce dont elle avait rêvé, car il connaissait déjà la réponse. Au lieu de cela, il resta simplement à ses côtés en silence, sa grande main chaude posée sur son épaule, comme pour lui rappeler qu'elle n'était plus seule. Elle ne savait pas combien de temps ils restèrent ainsi, mais alors qu'elle se calmait lentement et que ses tremblements cessaient, elle réalisa que sa tête reposait contre l'épaule d'Ethan et qu'il lui caressait doucement les cheveux comme sa mère le faisait quand elle était enfant. « Tu peux rester jusqu'à ce que je me rendorme ?» murmura Grace immédiatement, gênée de poser cette question. Mais Ethan se contenta d'acquiescer et répondit d'une voix chaleureuse et assurée qu'il resterait. Il n'irait nulle part. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis de nombreuses années, Grace dormit sans cauchemar, car elle savait que quelqu'un veillait sur elle. Quelqu'un aux yeux aussi froids que la glace, mais au cœur plus chaleureux que tous ceux qu'elle avait connus. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit où Ethan s'était assis à côté de Grace jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Tout semblait lentement revenir à un calme fragile dans le domaine. Mais Grace ne savait pas qu'une autre tempête se préparait. Une tempête qui allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir de son passé. Cet après-midi-là, alors que Grace préparait le dîner dans la cuisine,
Tony Marchetti entra avec une expression tendue et lui dit que le patron voulait l'avoir immédiatement dans son bureau. Il y avait quelque chose dans sa voix qui lui donna des frissons dans le dos. Elle s'essuya les mains sur son tablier et suivit Tony à travers les longs couloirs du domaine, le cœur battant de plus en plus fort à chaque pas. Et lorsqu'elle entra dans le bureau d'Ethan, elle le vit assis derrière un imposant bureau en chêne, avec une pile de documents devant lui. Ses yeux gris s'assombrirent comme un ciel avant la tempête. « Assieds-toi, Grace », dit Ethan d'une voix grave et sérieuse qui lui fit comprendre instantanément que ce qu'il s'apprêtait à lui dire n'était pas une bonne nouvelle. Elle s'assit sur la chaise en face de lui, les mains crispées sur ses genoux, et attendit. « Tony a trouvé des preuves de ce que Brandon Hayes a fait à votre famille. » Commença Ethan, d'une voix prudente, comme s'il choisissait chaque mot pour ne pas la blesser plus que nécessaire. Mais ce que nous avons découvert est bien pire que ce que nous pensions. Grace eut l'impression qu'une main invisible lui serrait la gorge. Ethan poursuivit en expliquant que Brandon n'avait pas seulement escroqué sa famille pour lui voler ses biens. Il avait empoisonné son père pendant des mois en mélangeant une toxine incolore et inodore à sa nourriture et à ses boissons, et l'accident vasculaire cérébral dont son père avait été victime n'était pas naturel, mais le résultat d'un empoisonnement délibéré. Grace sentit sa respiration devenir superficielle et rapide. Elle voulait parler, mais sa gorge était nouée. Puis Ethan révéla une information encore plus terrifiante. Sa mère avait également été empoisonnée de la même manière pendant 3 ans. Le cancer diagnostiqué par les médecins était en réalité le symptôme d'un empoisonnement chronique. Et Brandon avait placé quelqu'un pour surveiller sa famille jusqu'au Montana afin de continuer à empoisonner sa mère sans que personne ne s'en aperçoive. Le monde autour de Grace s'écroula complètement. Elle sentit quelque chose se briser dans sa poitrine et réalisa que c'était son cœur qui se brisait dans 1000 morceaux. Son père n'était pas mort d'un accident vasculaire cérébral. Sa mère n'était pas morte d'un cancer. Ils avaient été assassinés. Assassinés par l'homme qu'elle avait autrefois aimé, en qui elle avait confiance et à qui elle avait prévu de donner sa vie. Grace ne savait pas quand elle avait commencé à pleurer. Elle sentait seulement des larmes chaudes couler sur son visage, tandis que son corps tremblait de manière incontrôlable, comme si elle se tenait sans protection au milieu d'une tempête de neige. « Pourquoi ?» murmura-t-elle d'une voix rauque. « Pourquoi a-t-il fait ça? Qu'est-ce que ma famille lui a fait pour qu'il nous détruise aussi complètement? » Ethan se leva et contourna le bureau, puis s'agenouilla devant Grace et prit ses mains tremblantes dans les siennes. Ses yeux gris n'étaient plus froids, mais remplis d'une douleur qu'elle reconnut comme l'empathie de quelqu'un qui avait également perdu les personnes qu'il aimait. « Pour l'argent et le pouvoir, dit Ethan d'une voix basse et furieuse. Castellano voulait étendre son empire à la côte Est et l'entreprise de ton père le gênait. Il a envoyé Brandon dans ta famille, non seulement pour tout voler, mais aussi pour effacer complètement le nom des Sullivan. » Grace s'effondra. Elle s'écroula contre la poitrine d'Ethan et pleura comme elle n'avait jamais pleuré auparavant. Elle pleura pour son père, pour sa mère, pour toutes ces années où elle s'était reprochée de ne pas les avoir sauvés, et pour la brutale vérité que tout avait été un complot orchestré depuis le début. Ethan la serra dans ses bras, une main soutenant sa tête et l'autre enroulée autour de son dos, et il ne dit rien, la laissant pleurer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Cette nuit-là, Ethan ne quitta pas la chambre de Grace un seul instant. Il s'assit à côté d'elle sur le lit, la laissant poser sa tête sur son épaule et serrer sa main, comme si le lâcher signifiait sombrer dans les ténèbres pour toujours. « Je vais le tuer », murmura Grace, la voix rauque à force d'avoir pleuré. « Je vais tuer Brandon Hayes de mes propres mains pour ce qu'il a fait à ma famille. » Ethan serra sa main plus fort et lui dit avec une certitude solennelle qu'elle obtiendrait justice. Il jura sur sa vie que Brandon et Castellano paieraient pour tout ce qu'ils avaient fait, mais pas en souillant ses mains de sang. Il le ferait pour elle. 3 jours après cette nuit-là, Grace apprit la vérité sur la mort de ses parents. La tragédie frappa à nouveau lorsque Charlotte disparut sans laisser de traces. Cette matinée avait commencé comme toutes les autres. Charlotte avait dit à Grace qu'elle sortait acheter quelques articles de première nécessité et qu'elle serait de retour avant le déjeuner. Mais lorsque l'horloge sonna à 14 heures et que Charlotte n'était toujours pas revenue et que son téléphone était injoignable, Grace commença à ressentir une certaine inquiétude. Elle trouva Ethan et lui raconta ce qui s'était passé, et sa réaction fit comprendre à Grace que sa peur n'était pas infondée.
Il appela immédiatement Tony et lui ordonna de retrouver Charlotte à tout prix. 2 heures se sont écoulées dans une tension suffocante. Les hommes d'Ethan ont fouillé la ville sans trouver la moindre trace de Charlotte. Puis le téléphone d'Ethan a vibré, signalant l'arrivée d'un message provenant d'un numéro inconnu. Grace se tenait à ses côtés lorsqu'il l'a ouvert et a vu qu'il s'agissait d'une vidéo. Et quand Ethan a appuyé sur « Play », son cœur s'est arrêté de battre. Charlotte est apparue à l'écran, attachée à une chaise dans une pièce sombre. Son visage était couvert de bleu, comme si elle avait été battue. Ses yeux étaient remplis de terreur, mais elle s'efforçait de rester courageuse. Une voix se fit entendre hors champ, celle d'un homme plus âgé, au ton froid et impitoyable. Grace sut immédiatement qu'il s'agissait de Raymond Castellano. « Bonjour, Ethan », dit la voix. « Je pense que vous avez oublié que lorsque vous touchez à mes hommes, je peux toucher aux vôtres. Votre petite sœur est très mignonne. Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose, n'est-ce pas? » Gray vit la main d'Ethan serrer le téléphone si fort que ses jointures blanchirent et que ses yeux passèrent du gris à un noir terrifiant qu'elle n'avait jamais vu auparavant. La voix continua en disant que Castellano ne voulait pas entrer en guerre avec Ethan. Il voulait seulement ce qui lui appartenait. Et ce qu'il voulait, c'était la fille Sullivan. Grace Sullivan, celle qu'Ethan avait protégée tout ce temps. Si Ethan voulait que sa sœur soit rendue saine et sauve, il devait lui remettre Grace dans les 48 heures. Sinon, Charlotte serait renvoyée morceau par morceau. La vidéo se terminait par le rire froid de Castellano et l'image de Charlotte luttant pour retenir ses larmes. Et Grace eut l'impression qu'on lui avait versé un seau d'eau glacée sur la tête. Tout était de sa faute. Si elle n'était pas entrée dans la vie d'Ethan, Charlotte n'aurait pas été enlevée. Si elle ne l'avait pas appelé à l'aide, sa famille n'aurait pas été entraînée dans cette guerre. Ethan jeta le téléphone contre le mur dans un rugissement de rage. Et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Grace le vit perdre complètement le contrôle. Il renversa le bureau, brisa tout ce qui était à sa portée et hurla des jurons dans une langue que Grace ne comprenait pas. Pourtant, elle pouvait ressentir la douleur et la rage dans chaque syllabe. « J'irai, » dit Grace d'une voix tremblante mais résolue. « Je me livrerai à Castellano pour sauver Charlotte. C'est ma faute et je dois en assumer la responsabilité. » Ethan se tourna vers elle, les yeux toujours brûlants de colère. Mais quelque chose d'autre passa dans son regard lorsqu'il entendit ces paroles. « Ne sois pas stupide, » grogna-t-il. « Tu crois que je vais te laisser marcher vers ta mort? Je sauverai Charlotte, mais pas en te sacrifiant. Je ne perdrai personne d'autre. » Il se plaça devant Grace et lui saisit les épaules, son regard mercuriel se fixant sur le sien avec une intensité à couper le souffle. « J'ai perdu ma mère. Je ne peux pas perdre ma sœur, et je ne peux pas te perdre non plus, » dit-il d'une voix rauque et brisée par la douleur. « Tu comprends, Grace Sullivan? Tu comptes beaucoup plus pour moi que tu ne le penses. » Après qu'Ethan eut prononcé ces mots, ils restèrent tous deux face à face dans un silence étouffant. Grace sentit son cœur s'emballer, non seulement à cause de la peur, mais aussi à cause d'une autre émotion qu'elle n'osait nommer. Mais ce n'était pas le moment pour ce genre de sentiment. Charlotte était entre les mains de l'ennemi, et chaque seconde qui passait était une seconde de plus. Elle devait endurer la peur et la douleur. Grace prit une profonde inspiration et dit qu'elle avait un plan téméraire, mais qui pouvait sauver Charlotte sans sacrifier personne. Ethan la regarda avec méfiance et lui demanda ce qu'elle voulait dire. Grace expliqua qu'elle ferait semblant de se rendre. Elle laisserait Castellano croire qu'elle se livrait pour sauver Charlotte. Et une fois qu'elle serait à l'intérieur de sa forteresse, l'équipe d'Ethan frapperait de l'extérieur pendant qu'elle trouverait un moyen de libérer Charlotte de l'intérieur. « Non !» rugit immédiatement Ethan. « Je ne te laisserai pas entrer dans la tanière du tigre. Sais-tu ce que Castellano te fera une fois qu'il t'aura dans ses griffes? Il ne te laissera pas vivre et te fera souffrir avant de te tuer. » Grace ne recula pas. Elle soutint le regard d'Ethan et lui dit qu'elle connaissait les risques, mais que c'était la seule solution. Castellano l'attendait, et il baisserait sa garde en la voyant venir seule. Brandon avait toujours cru qu'elle était faible et stupide, et c'était là son plus grand avantage. Tony et les autres hommes furent convoqués dans la salle de réunion, et tandis que Grace exposait son plan, elle vit le doute dans leurs yeux, mais aussi un respect réticent pour son courage. Ethan resta silencieux tout au long de la réunion, les yeux fixés sur Grace avec une émotion qu'elle ne pouvait déchiffrer.
Et lorsque tout le monde eut pris la parole, il finit par dire « D'accord », d'une voix lourde de réticence. « Nous suivrons ton plan, mais à une condition. Tu porteras un dispositif de localisation et un dispositif d'écoute, et si quelque chose te semble anormal, tu te retireras immédiatement. N'essaie pas de jouer les héroïnes. » Grace acquiesça. La réunion s'acheva sur un plan détaillé pour le lendemain, le jour où il frapperait directement le repère de Castellano pour sauver Charlotte et mettre fin à cette guerre une fois pour toutes. La veille de l'affrontement, Grace ne parvint pas à dormir. Debout près de la fenêtre de sa chambre, elle regardait le ciel étoilé, se demandant si c'était la dernière nuit où elle verrait ces étoiles. On frappa doucement à la porte, et lorsqu'elle l'ouvrit, Ethan se tenait là, ses yeux gris profonds et indéchiffrables, son expression différente de tout ce qu'elle avait jamais vu sur son visage habituellement froid. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il, et Grace s'écarta pour le laisser entrer dans la pièce, baigné par le clair de lune. Ils se tinrent en face à face près de la fenêtre, et Ethan rompit le silence en disant qu'il avait réfléchi toute la nuit et qu'il avait besoin de lui dire quelque chose avant la bataille. Grace attendit, le cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende. Ethan dit qu'avant de la rencontrer, il croyait être mort depuis longtemps. Pas une mort physique, mais une mort de l'âme. Qu'il avait gelé son cœur pendant 20 ans. Il était convaincu qu'il ne méritait pas l'amour jusqu'à ce qu'elle apparaisse par cette nuit d'orage et que tout change. « Tu m'as sauvé la vie 2 fois. » Ethan continua, la voix rauque et chargée d'émotion. « La première fois quand tu as pansé ma blessure, et la deuxième fois quand tu m'as montré que je pouvais encore ressentir quelque chose au-delà du froid et de la rage. » Grace sentit les larmes monter en l'écoutant. Et quand Ethan s'approcha et posa une main sur sa joue, elle ne se recula pas. « Si quelque chose arrive demain, » murmura Ethan, « je veux que tu saches que tu es la première et la seule femme qui m'ait jamais donné envie d'être un homme meilleur. » Puis il l'embrassa. Un baiser si doux et si tendre que Grace se sentit fondre. Le baiser d'un homme qui avait attendu toute sa vie pour trouver quelqu'un qui en valait la peine. Grace enroula ses bras autour de son cou et lui rendit son baiser avec toutes les émotions qu'elle avait refoulées. Et lorsqu'ils se séparèrent enfin, elle le regarda dans les yeux et lui dit qu'elle ressentait la même chose, qu'il lui avait donné une raison de continuer à se battre alors qu'elle pensait avoir tout perdu. Ils restèrent là, enlacés au clair de lune, jusqu'à l'aube. Et lorsque les premières lueurs du jour pénétrèrent par la fenêtre, ils savaient tous deux que ce serait peut-être leur dernier jour ensemble. Mais quoi qu'il arrive, ils y feraient une face côte à côte. Cet après-midi-là, Grace se tenait seule devant les imposantes portes en fer du domaine où Castellano se cachait, exactement comme le prévoyait le plan. Elle prit d'une profonde inspiration et s'accrocha au souvenir du baiser d'Ethan la nuit précédente, aux mots qu'il lui avait murmurés à l'oreille avant qu'elle ne monte dans la voiture, qu'il viendrait la chercher, qu'il le jurait sur sa vie, et Grace l'avait cru. Les portes s'ouvrirent et 2 hommes imposants s'avancèrent pour la fouiller. Ils prirent son téléphone et son sac, mais ne découvrirent pas le minuscule dispositif de repérage caché dans la semelle de sa chaussure, ni le micro dissimulé dans un bouton. Grace fut conduite à travers le vaste jardin jusqu'à la grande villa. Magnifique, mais empreinte d'un froid qui lui donna la chair de poule. Et lorsqu'elle entra dans le salon principal, elle vit les 2 visages qu'elle détestait plus que tout au monde. Raymond Castellano était assis dans un fauteuil tel un roi sur son trône, les cheveux blancs, le visage profondément marqué, mais les yeux toujours aussi perçants et impitoyables que ceux d'un serpent. À ses côtés se tenait Brandon Hayes, arborant ce sourire triomphant qui donnait envie à Grace de lui arracher le visage. « Oh, notre petite Sullivan est arrivée », dit Castellano d'une voix rauque et moqueuse. « Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si obéissante, à te livrer pour sauver la sœur de ton amant. » Comme c'est touchant, Grace ravala sa colère et demanda aussi calmement que possible où était Charlotte, disant qu'elle voulait s'assurer qu'elle était en sécurité avant que quoi que ce soit d'autre ne se produise. Castellano fit signe à ses hommes, et quelques minutes plus tard, Charlotte fut amenée dans la pièce, le visage plus meurtri que dans la vidéo, un œil gonflé et fermé. Mais lorsqu'elle vit Grace, ses yeux s'écarquillèrent de choc et de peur. « Tout va bien, » dit Grace à Charlotte avec son regard. « Tout ira bien. » Brandon s'approcha de Grace, lui saisit le menton et la força à le regarder. Grace dut rassembler toute sa force pour ne pas reculer devant l'odeur familière de l'eau de Cologne coûteuse qu'elle avait autrefois aimée.
Tu pensais pouvoir me fuir, murmura Brandon d'un ton venimeux. Toi et ta famille êtes nés pour servir des gens comme moi, et maintenant tu vas payer pour avoir osé t'échapper. Grace lui cracha au visage et lui dit qu'elle préférait mourir plutôt que de le laisser la toucher à nouveau. La gifle de Brandon résonna dans la pièce comme un coup de fouet, et Grace tomba au sol, du sang coulant du coin de sa bouche. Mais elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle se contenta de sourire et de jeter un coup d'œil à l'horloge accrochée au mur, car elle savait qu'il ne restait que quelques minutes. Puis ce fut le chaos. Une explosion retentit près de la porte principale, suivie d'une rafale de coupes de feu semblable à un feu d'artifice, et toute la villa trembla comme si un tremblement de terre venait de la frapper. Les hommes de Castellano se dispersèrent dans la panique. Certains dégainèrent leurs armes, d'autres plongèrent pour se mettre à couvert. Et dans le chaos, Grace se précipita vers Charlotte et la traîna derrière un immense canapé. Des coups de feu résonnaient partout. Le verre vola en éclats. Des cris remplirent l'air. Des corps s'écroulèrent au sol et Grace serra Charlotte contre elle, priant pour qu'Ethan soit encore en vie dehors. Les portes du salon furent enfoncées d'un coup de pied et Ethan fit irruption comme une force de la nature, l'arme à la main, tirant avec une efficacité froide et précise, abattant les hommes de Castellano un par un sans pitié. Derrière lui venaient Tony, Rico, Frankie et des dizaines d'autres, envahissant la villa et la transformant en un champ de bataille ensanglanté. Castellano a tenté de s'enfuir par l'arrière, mais il a été intercepté par Tony et plaqué au sol, tandis que Brandon, le lâche, tentait de s'échapper dans le chaos. Grace l'aperçut en train de ramper vers une fenêtre et cria pour avertir Ethan, qui se retourna juste à temps pour voir Brandon sortir un pistolet caché et le pointer directement sur Grace. Tout se passa en un instant. Grace vit le flash du canon, entendit Ethan crier son nom, puis sentit une force puissante la pousser au sol. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit Charlotte allongée sur elle, qui l'avait poussée hors de la ligne de tir. Et maintenant, le sang coulait de l'épaule de Charlotte. « Non !» hurla Grace en serrant Charlotte dans ses bras. De l'autre côté de la pièce, Ethan s'avançait vers Brandon, les yeux brûlants de la fureur d'un démon déchaîné. Grace appuya fermement ses mains sur l'épaule blessée de Charlotte pour arrêter le saignement, lui murmurant de rester avec elle, de garder les yeux ouverts. Charlotte acquiesça faiblement, esquissant un petit sourire pour rassurer Grace. De l'autre côté de la pièce, Brandon tremblait en reculant dans un coin, tandis qu'Ethan avançait pas à pas, le pistolet dans la main du parrain de la mafia encore fumant. Ses yeux n'étaient plus d'un gris froid, mais d'un noir infernal. « Tu as osé tirer sur ma sœur. » Ethan rugit d'une voix dépourvue de toute humanité. « Tu as osé menacer ma femme et tu pensais pouvoir survivre à tout ce que tu as fait. » Brandon tomba à genoux, suppliant et sanglotant, disant qu'il n'avait fait que suivre les ordres de Castellano, qu'il n'avait pas eu le choix, qu'Ethan devait lui épargner la vie et qu'il ferait tout ce qu'Ethan voulait. Grace regardait l'homme qui avait détruit sa vie, agenouillé comme un chien, et la nausée lui monta à la gorge, non pas par dégoût, mais par le souvenir qu'elle l'avait autrefois aimé, lui avait fait confiance, avait prévu de lui donner toute sa vie. Ethan leva le pistolet vers la tête de Brandon, le doigt sur la gâchette, quand Grace prit soudain la parole. « Attendez, dit-elle, et Ethan et Brandon se tournèrent vers elle. Grace posa doucement Charlotte sur le sol et se leva, se plaçant devant Brandon et croisant son regard terrifié. « Il y a 3 ans, dit-elle d'une voix si calme qu'elle en était effrayante, vous m'avez tout pris. Tu as tué mon père, tu as tué ma mère, et tu pensais que je serais toujours une proie faible, que tu pourrais écraser quand tu le voudrais. » Brandon ouvrit la bouche pour parler. Mais Grace saisit rapidement le pistolet des mains d'Ethan. Et avant que quiconque puisse réagir, elle le pointa directement sur le visage de Brandon. « C'est pour mon père, » dit Grace en appuyant sur la gâchette, la balle déchirant l'épaule droite de Brandon, qui hurla de douleur. « Ceci est pour ma mère, » continua-t-elle en tirant à nouveau, la deuxième balle s'enfonçant dans son épaule gauche. « Et ceci est pour moi, » dit-elle une dernière fois, visant sa jambe et faisant tomber Brandon au sol dans une mer de son propre sang. Grace resta là à regarder son ennemi se tordre de douleur, et elle ne ressentit aucun regret, aucune pitié, seulement un soulagement qu'elle avait attendu pendant 3 longues années.
Elle se retourna et rendit l'arme à Ethan, les yeux secs et fixes, en lui disant que le reste lui appartenait. Ethan la regarda avec admiration et respect, puis s'avança et mit fin à la vie de Brandon d'une seule balle dans la tête, mettant ainsi un terme à l'existence de l'homme qui avait causé tant de souffrance à la femme qu'il aimait. Castellano avait été maîtrisé par Tony et gisait face contre terre, les mains menottées dans le dos, proférant des insultes et des menaces que personne ne daigna écouter. Ethan ordonna à ses hommes d'appeler une ambulance pour Charlotte et de retenir Castellano pour la police avec toutes les preuves de ses crimes, suffisantes pour le condamner à perpétuité ou à mort. Grace se précipita vers Charlotte et la serra dans ses bras, les larmes coulant enfin tandis qu'elle lui murmurait ses remerciements pour lui avoir sauvé la vie. Charlotte sourit faiblement et répondit qu'elle ferait tout pour protéger les personnes que son frère aimait. Ethan s'agenouilla à côté des deux femmes les plus importantes de sa vie. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Grace vit des larmes briller dans ses yeux qui lui avaient toujours semblé si froids. 1 an s'était écoulé depuis cette journée sanglante, et la vie de Grace Sullivan avait changé d'une manière qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Castellano avait été condamné à mort après un procès de 6 mois, au cours duquel des centaines de preuves détaillant ses crimes avaient été présentées. Du meurtre au trafic de drogue en passant par le blanchiment d'argent et l'enlèvement, la famille Sullivan avait enfin obtenu justice lorsque tous les biens volés avaient été restitués à la seule héritière survivante, Grace. Charlotte s'était complètement remise de sa blessure à l'épaule. Elle avait commencé une thérapie et, pour la première fois de sa vie, elle pouvait parler du passé sans être hantée par des cauchemars. Walter était toujours en bonne santé et joyeux. Il prit officiellement sa retraite et remit le Rosie's Diner à Grace avec une seule demande, qu'elle préserve l'âme du lieu. Grace fit plus que cela. Non seulement elle préserva le Rosie's Diner, mais elle le transforma en une chaîne de restaurants avec 3 établissements s'étendant du Montana à New York. Chacun d'entre eux conservait la même chaleur et la même simplicité que le petit restaurant où elle avait travaillé et où elle avait rencontré Ethan pour la première fois. Grace utilisa une partie de la fortune récupérée pour créer une fondation caritative destinée aux femmes victimes de violences domestiques. Déterminée à aider celles qui avaient enduré ce qu'elle avait enduré, leur donnant une seconde chance de reconstruire leur vie, Ethan resta à la tête du Cross Empire. Mais il avait commencé à transférer la plupart des opérations vers des entreprises légitimes, disant à Grace qu'il voulait construire un avenir dont elle pourrait être fière, un avenir où leurs enfants n'auraient pas honte de qui était leur père. Ils s'aimaient. Pourtant, Grace a choisi de conserver son indépendance, vivant dans le Montana pour diriger la succursale principale de la chaîne de restaurants, tandis qu'Ethan restait à New York, faisant chaque semaine l'aller-retour en avion juste pour passer quelques jours avec elle. C'était un soir de décembre, exactement 1 an après la nuit fatidique de la tempête de neige, lorsque Grace fermait le restaurant Rosie's après une longue journée de travail et entendit un moteur familier à l'extérieur. Elle regarda par la fenêtre et vit un SUV noir élégant garé devant, Ethan sortant dans son costume noir habituel, même si quelque chose dans ses yeux semblait différent ce soir-là. Il entra dans le restaurant avec un bouquet de roses rouges vives et Grace sourit, le taquinant en lui disant qu'il était arrivé plus tôt que prévu, car elle pensait qu'il serait coincé en réunion jusqu'à tard. Ethan ne répondit pas. Il posa simplement les fleurs sur le comptoir, prit la main de Grace et la conduisit à la table du coin, celle-là même où elle avait pansé ses blessures 1 an plus tôt, pendant la tempête de neige. Elle s'assit, perplexe, le regardant s'agenouiller lentement devant elle et sortir une petite boîte en velours noir de sa poche. Grace se couvrit la bouche. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Et quand Ethan ouvrit la boîte, une bague en diamant scintilla sous les lumières jaunes et chaudes du restaurant. Grace Sullivan, Ethan commença d'une voix profonde et émue. Il y a 1 an, tu m'as sauvé la vie, en cette même nuit. Tu m'as donné refuge alors que le monde m'avait tourné le dos. Tu as soigné mes blessures sans crainte, même en sachant qui j'étais. Et à partir de ce moment-là, ma vie n'a plus jamais été la même. J'ai vécu dans l'obscurité pendant 20 ans, continua Ethan. Je croyais que je ne méritais pas d'être aimé, que mon cœur était mort depuis longtemps. Mais tu m'as prouvé que j'avais tort. Tu as apporté de la lumière dans ma vie avec une tasse de café et un cœur généreux. Je ne sais pas comment être un mari, dit Ethan, la voix légèrement tremblante sur le mot « mari ».
Je ne sais pas comment aimer correctement, mais tu m'as tout appris. Tu m'as donné une raison de devenir un homme meilleur, et je veux continuer à apprendre à tes côtés pour le reste de ma vie. Grace Sullivan, veux-tu m'épouser? Des larmes coulaient sur le visage de Grace alors qu'elle regardait l'homme agenouillé devant elle. L'homme que tout le monde souterrain craignait, mais qui la regardait avec amour et espoir comme un garçon attendant un cadeau de Noël. Oui, dit Grace à travers ses larmes. Oui, je le veux. Je serai ta femme, Ethan Cross. Ethan glissa la bague à son doigt et la serra dans ses bras, et ils s'embrassèrent dehors au milieu du restaurant Rosie's, l'endroit où, 1 an plus tôt, ils étaient des étrangers réunis par le destin. Et maintenant, ils étaient les deux moitiés d'un cœur qui s'étaient enfin retrouvés après d'innombrables tempêtes. Le mariage de Grace Sullivan et Ethan Cross eut lieu un jour de février dans le Montana, dans l'enceinte même du Rosie's Diner, là où leur histoire d'amour avait commencé lors d'une nuit de tempête de neige fatidique. Les invités formaient un mélange étrange mais profondément significatif. D'un côté, les gens simples et gentils de la petite ville. De l'autre, des personnalités influentes du monde d'Ethan, toutes réunies pour assister à l'union de deux âmes issues de mondes complètement différents. Walter accompagna Grace jusqu'à l'hôtel à la place de son défunt père, les yeux remplis de larmes en regardant sa fille adoptive rayonnante dans sa robe de mariée d'un blanc immaculé. Charlotte était la demoiselle d'honneur, arborant le sourire le plus heureux qu'elle ait jamais eu depuis son enfance. Et Tony se tenait à côté d'Ethan en tant que témoin, son visage habituellement froid adouci par un sourire rare. Alors que Grace se tenait devant Ethan et qu'ils se tenirent la main pour prononcer leurs vœux, le ciel libéra les premiers flocons de neige de l'hiver, doux et purs, reflétant l'amour qu'ils partageaient. Ethan regarda Grace dans les yeux et lui dit d'une voix chaleureuse et assurée qu'il y a 1 an, il croyait que l'obscurité était son refuge, jusqu'à ce qu'elle apporte la lumière dans sa vie avec une tasse de café lors d'une nuit de tempête de neige. Il lui promit de la protéger, de l'aimer et de la faire sourire tous les jours. Et même s'il n'était pas doué pour les déclarations romantiques, il apprendrait à aimer comme il se doit à ses côtés pour le reste de sa vie. Grace serra la main d'Ethan et répondit d'une voix tremblante qu'elle avait cru avoir tout perdu. Mais il lui avait montré que parfois, il fallait perdre pour recevoir quelque chose de bien meilleur, qu'elle s'était jurée de l'aimer dans l'obscurité et la lumière, dans la tempête et le calme, et qu'il y aurait toujours du café chaud qui l'attendrait quand il rentrerait à la maison. Ils échangèrent leur premier baiser en tant que mari et femme sous les applaudissements et les larmes de joie, tandis que la neige blanche se déposait sur leurs épaules comme une bénédiction de la nature elle-même. Ce soir-là, après la fin de la fête de mariage et le départ de tous les invités, Grace et Ethan se tenaient près de la fenêtre, regardant la neige tomber, main dans la main. Et Grace murmura en lui demandant s'il avait jamais imaginé qu'ils arriveraient à ce jour. Ethan embrassa son front et répondit qu'il ne l'avait pas imaginé, mais qu'il était reconnaissant que le destin l'ait amené dans sa vie lors de cette nuit de tempête de neige et qu'il passerait le reste de sa vie à se montrer digne de l'amour qu'elle lui donnait. Ils se serrèrent dans les bras en silence tandis que la neige tombait. Deux cœurs autrefois brisés qui s'étaient maintenant trouvés et guéris l'un l'autre. Et Grace savait que peu importe où la vie les mènerait, ils seraient toujours ensemble, pour toujours. L'histoire de Grace et Ethan touche à sa fin, mais les leçons qu'elle nous laisse resteront gravées dans nos cœurs. C'est une leçon de compassion qui nous montre qu'un petit geste de gentillesse, comme offrir une tasse de café à un inconnu par une nuit d'orage, peut changer 2 vies à jamais. C'est une leçon de résilience qui nous montre que peu importe le nombre de fois où la vie vous pousse dans l'abîme, vous pouvez toujours vous relever et réécrire votre propre histoire. Et surtout, c'est une leçon d'amour. Le véritable amour ne connaît ni richesse ni pauvreté, ne craint pas le passé et peut s'épanouir dans les endroits les plus inattendus. Chers amis, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Et dans votre propre vie, quelqu'un est-il déjà venu changer votre monde comme Grace a changé celui d'Ethan? Nous avons hâte de connaître vos impressions. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager vos impressions avec nous. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. De cliquer sur j'aime et de partager la vidéo afin que nous puissions continuer à vous proposer chaque jour des histoires touchantes. Nous vous remercions sincèrement d'être restés avec nous jusqu'à la fin.
Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et des jours remplis de paix. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.